Le prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc, qui est plus connu sous le nom de flat tax, ça a été pas mal médiatisé. Cette flat tax, ou le PFU, il est donc de 30%. C'est un taux forfaitaire donc unique, c'est-à-dire qu'il y aura, comme son nom l'indique, il n'y aura que ça. Hein, donc vous payez ça, après c'est fini. Mais alors il est composé de plusieurs choses. Les prélèvements sociaux d'un côté, et l'impôt sur le revenu de l'autre côté. Alors, les prélèvements sociaux, on va voir plus tard qu'ils subissent une petite hausse, donc ils vont passer à 17,2% alors qu'ils sont actuellement à 15,5%. Et du coup, la différence, c'est donc l'impôt sur le revenu qui s'élève ainsi à 12,8%. Donc 12,8%, c'est quand même un taux qui est plutôt faible par rapport à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'ici. Donc concrètement, comment ça va se passer? Donc à partir du 1er janvier 2018, lorsque vous allez percevoir des revenus de capitaux mobiliers ou que vous réaliserez des plus-values sur cession de titres de société, vous aurez le choix. Donc soit la flat tax, comme on vient de l'indiquer, donc 30% et c'est tout, ou le régime actuel. Alors le régime actuel, pour un petit rappel, donc les dividendes, on a le montant des dividendes bruts qui est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu après un abattement de 60%. Pour les plus-values de cession de titres de société, alors il y a plusieurs régimes différents suite aux différentes évolutions législatives. C'est un peu compliqué, mais en gros, on va résumer en disant qu'il y a des abattements pour durée de détention. Il y en a 3 différents, 50%, 65% et 85%. À chaque fois avec des conditions particulières à respecter si on veut être notamment dans le 85%, mais là-dessus on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc ces abattements pour durée de détention, ils sont supprimés, mais uniquement à partir du 1er janvier 2018 pour les titres acquis ou souscrits à partir du 1er janvier 2018. Donc pour ceux qui peuvent déjà bénéficier des abattements pour durée de détention parce qu'ils ont acquis ou souscrit des titres avant le 1er janvier 2018, ils peuvent encore en bénéficier de ces abattements. Donc un choix va être à faire, sachant que l'option, que ce soit pour le PFU ou pour le barème classique de l'impôt, est une option annuelle et globale. Donc concrètement, il faudra se positionner à la fin de l'année, regarder les dividendes, les intérêts de compte courant, les plus-values éventuelles, pour pouvoir faire un choix et dire j'opte ou pas pour le PFU ou je reste au régime actuel. Alors, une autre mesure qui concerne l'abattement de 500 000 € pour les dirigeants qui partent en retraite et cèdent donc leur société. Jusqu'ici, ils peuvent donc bénéficier d'un abattement de 500 000 €. Alors, cet abattement, il n'est pas complètement supprimé. En fait, c'est une espèce de nouveau régime qui est mis en place avec des conditions supplémentaires. Notamment, les titres doivent être détenus depuis 1 an. Et cette mesure serait apparemment applicable jusqu'au 31/12/2022. Bon, après, c'est possible que ce soit prorogé ou pas, on verra. Alors, surtout, ce qui est important de voir, c'est que ces 500 000 € ne va plus être cumulable avec les abattements pour durée de détention. Donc concrètement, une personne qui aujourd'hui peut bénéficier à la fois des 500 000 € et d'un abattement, par exemple, de 85%, demain, enfin, quand je dis demain, c'est le 1er janvier, ils ne pourront plus. Donc ces personnes-là ont tout intérêt, si tant est qu'ils ont encore le temps, de céder et partir, en tout cas prendre leur retraite avant le 1er janvier 2018. Ça fait un peu court, hein, mais bon. Alors, sachant qu'un amendement, parce que ça n'arrête pas de changer, en fait, un amendement est passé où il prévoirait quand même de peut-être conserver le régime actuel, c'est-à-dire justement le cumul des 500 000 avec les abattements pour durée de détention. Aujourd'hui, on est quand même encore dans pas mal d'incertitudes, donc on verra lorsque la loi de finances sera définitivement votée, mais voilà ce qu'il en est pour l'instant. Alors, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors ça, on en a déjà pas mal parlé l'année dernière, puisque ça devait être mis en place à partir du 1er janvier 2018.
Toujours est-il que ça a été du coup repoussé au 1er janvier 2019. Là, on va vraiment aborder tous les points un peu en hauteur pour voir au final ce qu'on peut avoir comme stratégie à adopter avant le 31/12/2017. Le prélèvement à la source, il y a deux choses. Il y a la retenue à la source. Donc là, c'est les cas où c'est un tiers en fait qui verse le revenu. Donc c'est notamment le cas des salaires, hein, où là, c'est vraiment une retenue à la source sur votre bulletin de paye. Vous aurez le montant net d'impôt. Et à côté, il y a les autres revenus, les revenus des indépendants, donc BIC, BNC, BA, les revenus fonciers et également les revenus des gérants majoritaires. On ne savait pas trop où les mettre jusqu'ici, mais apparemment c'est clarifié, ça va dans le même camp. Et pour eux, ce sera donc un acompte, alors soit mensuel, soit trimestriel. Ce sera à eux de faire la démarche de verser cet acompte, donc qui après de toute façon sera prélevé par l'administration fiscale, mais voilà. C'était juste pour faire la différence entre les deux. Tout ce qui est réduction IR pour souscription au capital des PME. Donc en fait, c'est une mesure qui existe déjà, qui vous permet, lorsque vous souscrivez au capital d'une PME, sous certaines conditions, de pouvoir avoir une réduction d'impôt à hauteur de 18%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette réduction d'impôt est passée de 18%, enfin va passer de 18% à 25%, sachant qu'on vous a enlevé une petite partie, puisque il y a quelques semaines encore, on parlait de 30%. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vraiment une réduction d'impôt renforcée? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme, elle vient pallier le fait qu'on supprime l'ISF pour le remplacer par l'IFI et que du coup, on a supprimé la réduction ISF pour souscription au capital de PME. Pour vous donner quelques informations supplémentaires, et c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation à renforcer, c'est qu'il y a quand même des limites. Au-delà des limites du régime que je passerai ici, vous avez quand même quelques autres limites, notamment le plafonnement des niches fiscales à 10 000 €. Et la limite la plus importante, c'est valable que pour l'an prochain. Une petite mesure, mais qui est très importante, c'est la baisse des intérêts de retard et intérêts moratoires. Alors, à compter de 2018 seulement, vous avez en fait la baisse des intérêts de 0,2 au lieu de 0,40. Alors, pourquoi on vous en parle ici? C'est voilà, pour vous donner une petite idée, si jamais vous devez de l'argent à l'État lors d'un contrôle fiscal par exemple, et que vous êtes quasiment sûr de gagner, sinon ce que je vais vous dire ne marche pas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il faut payer, et si vous payez, l'État vous remboursera, mais vous remboursera aussi avec les intérêts, et forcément, aujourd'hui, avec un taux aussi intéressant, on n'a pas de placement équivalent ou très peu. Voilà. Donc, je vais vous parler maintenant de la suppression de l'ISF, qui est une suppression partielle puisqu'il est remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, on a essayé de vous présenter schématiquement ce qui change et ce qui ne change pas. Donc, en gros, ce qui ne change pas, c'est le seuil d'imposition. C'est toujours 1 300 000 €. Ça, c'est pareil. Donc, normalement, mathématiquement, pour certaines personnes, en tout cas, ça devrait baisser. Le barème, pareil, reste identique. Pour la résidence principale, il y aura toujours l'abattement de 30%. La réduction d'impôt au titre des dons demeure. De même pour le plafonnement. Et en ce qui concerne les règles d'évaluation, c'est pareil, ça n'a pas changé. Si ce n'est quand même, je ne l'ai pas indiqué là, mais si ce n'est en ce qui concerne les parts de sociétés civiles immobilières, s'il y a des comptes courants d'associés, désormais, il ne faudra plus en tenir compte pour la valorisation des parts. Ce qui change, donc l'assiette, forcément, elle est réduite puisqu'elle est limitée au patrimoine immobilier non affecté à une activité professionnelle. Donc voilà, donc tout ce qui est bien immobilier va être taxable, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier qui concerne votre activité professionnelle. À côté, il y a également une exonération alors pour les associés minoritaires. Donc là, on parle bien toujours de sociétés qui détiendraient des biens immobiliers. Sinon, on est d'accord que toutes les autres sociétés ne seraient plus dans l'assiette de l'IFI, du coup. Et donc, dès lors qu'on détient une participation de moins de 10%, il y a une exonération totale.
Et comme je disais, donc exonération pour les biens professionnels. Alors bon, après, à ce niveau-là, au niveau des exonérations sur les titres de société, c'est assez complexe. En gros, retenez que lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier affecté à l'activité, votre activité professionnelle, de toute façon, ça restera exonéré, comme ça l'était déjà jusque-là. En ce qui concerne donc les autres exonérations, donc bon, les biens affectés à l'activité principale, c'est plus ou moins ce qu'on vient de voir. Les bois et forêts, part de GFA avec l'exonération de 75%, c'est maintenu. Par contre, ce qui est supprimé, alors les titres qui faisaient l'objet donc d'un pacte du Trade, un pacte du Trade signé spécifiquement pour l'ISF, bah, du coup, ça n'a plus d'effet. Alors, dans bien des cas, ça n'aura pas d'incidence puisque, encore une fois, c'est que s'il y a de l'immobilier, hein, mais bon, ça peut arriver qu'effectivement, avant, on avait des détentions de sociétés qui avaient un bien immobilier et qui étaient couverts par le pacte du Trade ISF avec une exonération de 75%. Du coup, maintenant, ça ne va plus s'appliquer. De même pour les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux, donc il y avait une exonération de 75%. Là, pareil, ça va sauter, mais c'est un peu, ça rejoint ce que je viens de dire pour le pacte du Trade. Dans la plupart des cas, ça n'aura pas vraiment d'incidence. Puis le troisième cas, on ne sait même pas trop pourquoi ils en parlent, à vrai dire, parce que franchement, l'exonération du dirigeant qui prend sa retraite et transmet ses titres en s'en réservant l'usufruit, je suis pas sûre que ça concerne beaucoup de monde. Bon. Alors, par contre, ce qui est important, c'est le changement des règles pour la déductibilité des dettes. On aurait pu s'imaginer que certaines dettes resteraient déductibles, notamment l'impôt qui concerne les biens immobiliers, par exemple. Eh bien non, ça, ce ne sera pas déductible. L'impôt, les prélèvements sociaux, plus déductibles. La taxe d'habitation ne sera pas déductible non plus. Par contre, la taxe foncière le reste. D'une façon générale, toutes les dettes qui ne sont pas liées à des actifs immobiliers ne seront pas déductibles. S'agissant des prêts, alors c'est pareil, d'une façon générale, en fait, tout ce qui est prêts, donc prêts familiaux, prêts à soi-même, etc., ce ne sera pas déductible. Donc en gros, il faut passer par un établissement bancaire. Et en plus, particularité pour les prêts in fine, puisque jusqu'ici, pour les prêts in fine, on pouvait déduire la totalité du coup du capital. Aujourd'hui, enfin demain plutôt, ça ne sera plus possible. Il va falloir faire un calcul pour fictivement faire comme si ce prêt était un prêt amortissable, en prenant le nombre d'années qui reste à rembourser. Et du coup, on ne pourra plus déduire la totalité. Une nouvelle règle également, ce qui concerne le passif déductible, puisqu'il est plafonné. Alors c'est uniquement dans le cas où la valeur imposable excède 5 millions d'euros. Et dans ce cas-là, effectivement, le passif déductible serait plafonné à 60%. Alors, en ce qui concerne les modalités déclaratives, du coup, ça va être les mêmes pour tout le monde. Jusqu'ici, on avait, en fonction de la valeur du patrimoine imposable, deux catégories différentes, ceux qui déclaraient en même temps que l'impôt sur le revenu, et puis ceux qui faisaient une déclaration bien spécifique, avec tous les détails. Maintenant, ça va être la même chose pour tout le monde. Donc, ce sera à faire en même temps que la déclaration d'impôt sur le revenu. On déclarera la valeur brute du patrimoine, la valeur nette taxable, et en plus, il faudra fournir des annexes avec le détail des valeurs et des biens. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, la réforme sur la taxe d'habitation, mais je pense que je vais un peu vous décevoir. Cette mesure est censée concerner 80% des Français. On se demande si réellement ça concerne 80% des Français. Pour vous donner un schéma simple, ici on n'a pas voulu reprendre tous les cas que vous retrouverez un petit peu partout dans les magazines décryptés, etc. Et on pourra nous aussi vous accompagner si vous le souhaitez. On vous donne ici vraiment un schéma à retenir. Alors, l'exonération de la taxe d'habitation, elle va se faire en 3 paliers, donc sur 3 ans. 30% l'an prochain, ensuite 65% en 2019 et plus de taxes du tout en 2020. Alors, ça concerne qui ? Eh bien, finalement, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 27 000 € pour un célibataire. Et pour un couple, on passe à un revenu fiscal de référence de 43 000 €. Concernant la baisse programmée de l'IS, alors là encore, c'est pas réellement une surprise. On avait déjà commencé à entamer cette baisse.
Le but étant d'arriver à la moyenne de l'Union européenne. Alors cette baisse, est-ce qu'elle est vraiment une bonne nouvelle ou pas? Au final, on voit qu'en 2018, on a encore l'IS et on est à 28% jusqu'à 500 000, puis 33%. On va avoir une baisse progressive pour arriver finalement à 28% en 2020 et à 25% en 2022. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est pas forcément là la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir finalement l'IS à 15% qui va disparaître, et qui va disparaître finalement dès 2019, puisqu'en 2020, on n'a plus d'IS à 15%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si vous avez un bénéfice qui n'est pas très élevé, 40 000 euros par exemple, et ben vous ne bénéficierez plus des 15%. Voilà. Donc là, il faut l'avoir en tête, parce qu'au final, quand on regarde la réforme, ça ne nous saute pas tout de suite aux yeux. Mais voilà. Alors là encore, je ne vais pas vous faire forcément plaisir. Je vais vous parler de l'augmentation des seuils des régimes d'imposition des micros. Donc là encore, on a une volonté d'élargir les seuils. Vous les voyez ici, on les a vraiment simplifiés. Pour les activités de vente, on passe de 82 800 à 170 000 euros. Et pour les prestations de services, on passe de 33 200 à 70 000 euros. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que finalement, on n'aligne pas les seuils de TVA. Donc sur ce mécanisme-là, on est vraiment, là encore, sur de la complexification, alors que la loi de finances se voulait justement une loi qui venait simplifier un petit peu le régime. Voilà, on ne sait pas comment on va réussir à mettre ça en œuvre, mais en tout cas, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui. Quelques points de précision sur le calcul de la CVAE. Donc, on vous a mis un support assez fourni que vous aurez. Je vais vous donner juste les grandes lignes. Aujourd'hui, pour le calcul de la CVAE, on avait jusqu'alors une différence entre le calcul, enfin les modalités de calcul pour un groupe intégré et des modalités de calcul différentes pour un groupe non intégré. Pour le groupe fiscalement intégré, on calculait la CVAE sur le chiffre d'affaires du groupe. Et on avait donc une différence de traitement avec les groupes de sociétés qui n'étaient pas fiscalement intégrés. Le Conseil constitutionnel, donc les sages, ont décidé finalement que c'était inconstitutionnel, et le projet de loi de finances pour 2018 vient corriger cette erreur-là, et on décide d'aligner ces deux régimes. Voilà, donc on vous donne une petite précision. Vous pouvez, et vous avez dû recevoir normalement un mail du cabinet, qui vous explique que vous pouvez faire des réclamations, donc pour les groupes fiscaux intégrés, pour faire des réclamations sur la CVAE 2015, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire, et fin de l'année prochaine pour la CVAE 2016, sachant que finalement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va augmenter le coût. On a parlé de la CFE, parce que comme on parlait forcément de la CVAE, on vous a donné cette petite mesure qui n'appelle pas énormément de commentaires, mais au final, on vous dit que pour les entreprises réalisant moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous serez exonéré de CFE dès 2019. Voilà. J'espère que vous êtes très content de cette mesure et qu'elle vous satisfait pleinement. Malheureusement, voilà. On va commencer par le RSI, qui ne disparaît pas complètement, puisque finalement, on va juste l'adosser à l'URSSAF pour la gestion des cotisations et le reversement des prestations. Donc le non-RSI disparaît. Ils vont, pendant 2 ans, mettre en place des pôles de transfert, de façon à ce que d'ici 2020, normalement, tout soit à peu près harmonisé au niveau procédure. Par contre, le précompte des cotisations ne change pas, et les prestations qui en découlent restent à l'identique. L'évolution de la CSG, Delphine a commencé à en parler tout à l'heure, puisque ça va impacter les prélèvements sociaux. Là, tout le monde est concerné. L'objectif du législateur, c'était de se dire finalement, les prestations sociales, suivant ce qu'elles couvrent, sont financées par toute ou partie de la population. Là, on va toucher la CSG qui concerne tout le monde, tous les revenus, de façon à élargir la base de cotisation. Donc ça va commencer par nous concerner, nous, entre autres, salariés d'émergence, à partir de la rémunération, puisqu'on a un taux qui augmente de 1,70%. Donc là, pour le coup, le net à payer va baisser un petit peu. On le verra pas complètement passer, puisque sur la slide après, il y a des choses, il y a des cotisations qui sont à la baisse. Donc la CSG concerne également les revenus du patrimoine et les revenus de placement.
Juste une petite précision, pour les revenus du patrimoine, la CSG, donc enfin les prélèvements sociaux plutôt de 17,2%, s'appliqueront dès les revenus perçus en 2017. Ça élargit encore plus la source de revenus. Alors là, côté bonne nouvelle, ou presque, il y a des cotisations sociales qui vont baisser. Donc on a le côté salarié. Là, c'était l'intérêt pour le président Macron de déplacer d'un an le prélèvement à la source. C'est comme les cotisations sociales vont baisser, ça a un impact sur le net à payer. Donc là, ça fait un petit côté sympathique avec la paye du mois de janvier. On a des baisses sur les cotisations maladie qu'on verse à l'URSSAF et les cotisations Pôle emploi. Sachant que Pôle emploi, on aura un deuxième effet qui se coule au mois d'octobre pour continuer à avoir un effet positif sur le moral des salariés. Les travailleurs indépendants ne sont pas oubliés, avec un impact de la baisse de cotisation sur la maladie et la maternité. Là, pour le coup, on attend encore des décrets pour valider les modalités de calcul. Et puis, d'ici 2019, il y aura une suppression du crédit d'impôt compétitivité emploi et de son pendant pour la taxe sur les salaires. Et là, les employeurs vont y gagner des allègements de cotisation. Sur la partie purement URSSAF, on va avoir un allègement de charges pour les rémunérations qui vont jusqu'à 2,5 SMIC. Et puis l'allègement Fillon, qu'on appelle maintenant l'allègement bas salaire, là, qui concerne les salaires du SMIC jusqu'à 1,6 fois. Pour l'instant, le maximum de réduction qu'on pouvait obtenir, ça venait annuler quasiment 100% des cotisations URSSAF. À compter de 2019, ça va inclure les cotisations Pôle emploi et retraite. Donc l'allègement de charges pour l'employeur pourra être beaucoup plus important. Et là, ça fait partie des effets positifs pour inciter à l'embauche. Un petit côté bonne nouvelle pour les travailleurs non salariés. Vous avez dû entendre parler du compte personnel de formation. On l'a communiqué il y a plusieurs mois pour la partie salariée. Là, c'est ouvert aux travailleurs non salariés. Donc je vous invite tous, en sortant de la conférence, à aller créer votre compte si ce n'est pas déjà fait sur le site Mon compte formation. Et donc vous allez pouvoir déclarer, sous couvert de cotiser, bien évidemment, tous les ans, déclarer votre activité et ça va vous permettre d'acquérir des heures de formation. 24 heures jusqu'à 120 heures et ensuite 15 heures dans la limite de 150. Et donc vous pourrez bénéficier d'actions de formation en respectant la procédure qui est inscrite sur le site. Et ça vous permettra d'obtenir le financement de formations qui vous apparaissent adaptées pour le quotidien de votre activité. Le terme de bulletin simplifié est devenu bulletin clarifié, puisqu'on passe de potentiellement un bulletin avec 20-25 lignes à nettement moins. Là, il n'y a pas juste plus d'espace. En fait, historiquement, sur le bulletin de paye, on avait des regroupements par organismes destinataires. URSSAF, Pôle emploi, retraite, prévoyance décès santé, et puis les taxes parafiscales qu'on faisait apparaître plus ou moins suivant les logiciels qu'on utilisait. Maintenant, avec le bulletin clarifié, on regroupe les cotisations par garantie couverte. Donc on va avoir la maladie, la santé, la retraite, l'assurance chômage qui reste quand même à part. Et puis autres contributions dues, là on case tout ce qu'on ne peut pas rentrer dans les blocs d'avant. Donc là au pôle social, on a préparé une communication qui devrait partir la semaine prochaine, qu'on enverra à tous les employeurs, de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance, et puis d'ici le mois de janvier, communiquer auprès de vos salariés sur l'évolution de cette présentation du bulletin. Puisqu'on va avoir un gain sur le net à payer, donc là tout le monde va le voir et sera hyper content. Par contre, cette nouvelle présentation risque de susciter des questions. C'est pour ça qu'on anticipe un petit peu la présentation, de façon à pouvoir répondre aux questions que vous auriez. Et comme ça, si vos salariés vous posent des questions fin janvier à la remise du bulletin de paye, vous pourrez répondre à leurs interrogations ou nous les remonter et on se fera un plaisir de compléter le besoin d'information qu'ils pourraient avoir.